Top, merci. François, je vais pouvoir te passer la parole. Ouais. On va se présenter chacun notre tour quelques minutes et puis après on rentrera dans le vif du sujet. Merci beaucoup Julie et ravi également voilà, d'être, au milieu de tous ces regards, attentifs et bienveillants. Ça fait vraiment plaisir. Je vous cache pas que je suis très enjoué et un peu, fébrile aussi puisque même si je suis habitué à parler en public et à parler, animer des gros projets et tout ça, bah, parler de soi, c'est toujours un exercice un peu plus compliqué. Donc merci de votre confiance, ça fait chaud au cœur d'ores et déjà. Et merci au collectif Éclore. Donc moi, François, donc je suis, fils d'agriculteur et d'agricultrice. J'étais quand tout jeune, je suis né, dans une ferme et je suis devenu agriculteur. Une agriculture, productive et où ce qui était important, c'était, surtout la performance, le nombre de chevaux des tracteurs, le nombre de kilos de lait de vache, et voilà, c'est là-dessus qu'a été jugée la performance et la qualité de ce que je faisais. Et hem et puis donc je suis devenu formateur ensuite. J'ai formé, des bacs pro, des BTS et qui, pour la plupart, étaient des futurs agriculteurs. J'ai ensuite accompagné, animé des structures syndicales qui défendaient l'installation de l'agriculture, qui faisaient la promotion du métier d'agriculteur. Et puis, chemin faisant, du coup, je suis devenu, acteur de la transition, mais la transition, plutôt la transformation des organisations. C'était dans une grande entreprise où là, j'animais des projets complexes et j'accompagnais, le changement, de mes collaborateurs, mais aussi, le changement, des managers ou des dirigeants. Vaste programme. Et puis, depuis peu, donc j'en dis un peu sur mon projet actuel et puis peut-être qu'on y reviendra au fil des échanges. Heu et là, j'ai décidé de quitter ce travail et à ce moment-là où j'ai croisé Éclore et en particulier Julie, mais on en reparlera. Et hem Et voilà, depuis peu, donc je suis dans un projet entrepreneurial et donc je décidais de créer, des fermes pour ma ville, en fait. Et donc l'idée, c'est de créer, des fermes agroécologiques, donc qui font du maraîchage. Et donc l'idée, elle est simple, c'est de produire et de nourrir mes voisins, les nourrir de bons produits, bio, frais et produits localement, mais les nourrir aussi de liens entre les générations, de pédagogie pour les enfants. Les nourrir aussi, pourquoi pas, d'un terrain de jeu ou d'expérimentation pour des néo-ruraux ou pourquoi pas des futurs entrepreneurs qui voudraient venir tester le métier, mais sans prendre le risque du grand saut. Et heu et cette aventure, folle et à la fois tellement riche, pour soi et d'un point de vue, collectif et ce qu'on apporte, hem, donc voilà un petit peu mon projet actuel. Donc là, j'ai un associé et on est tous les 2 partis dans cette grande aventure de créer des fermes, agroécologiques. Voilà en quelques mots, mon parcours et où j'en suis maintenant. Merci François. Euh, eh bien moi j'ai commencé dans le monde de la publicité. Euh, je travaillais à la stratégie et à mieux vendre plein de produits pour des consommateurs. Et après deux licenciements qui se sont tous les deux assez mal passés, à 29 ans, je me suis dit, ouh là là, il y a un malaise, je ne devrais pas avoir à galérer autant. Si ma voix était là, ça serait plus facile. J'avais un peu l'impression de devoir me battre, donc j'ai décidé d'arrêter. Et j'ai passé un CAP en pâtisserie pour assurer la transition avec l'idée que peut-être j'ouvrirais un truc à Bali, au Canada ou je ne sais où dans le monde. Et puis finalement, ça s'est pas passé comme ça. Et à mon retour d'un voyage en Calédonie où je suis allée travailler, est venu à moi le conseil, en fait, de façon à la fois attendue et inattendue. Mais en gros, voilà, il y a 6 ans, l'année de mes 30 ans, je me suis lancée comme indépendante et pour le coup, vraiment sans imaginer ce qui m'attendait. Je me disais, c'est une mission, il va falloir que je facture. J'ai même mis plusieurs mois avant d'avoir un statut. Je suis passée par une couveuse. Et puis voilà, finalement, ça fait 6 ans que j'accompagne des organisations
à remettre de l'humain. Donc, ça passe par de la transformation managériale, par du conseil en management, par de la facilitation en intelligence collective, de la formation. Donc, j'ai voilà, les casquettes, je dirais, de facilitatrice, de coach, de consultante et de formatrice. Voilà, et j'oscille avec tout ça et de plus en plus, l'envie d'aller vraiment remettre de l'humain et pas peindre la vitrine. Donc ouais, j'arrive à trouver des projets qui ont du sens aujourd'hui pour accompagner, les entreprises de toute taille d'ailleurs, de toute forme et de toute taille. Voilà, en gros, ce que je fais aujourd'hui. Et j'aimerais, ouais, vous proposer de poser, n'hésitez pas à interagir, à prendre la parole à l'oral ou à écrire dans le chat, selon ce qui est le plus confortable et à l'aise pour vous. Mais en tout cas, voilà, on va pouvoir le faire d'une façon dialoguée, parce qu'avec François, finalement, tout est parti il y a 2 ans, je crois, chez Éclore, dans un événement. J'avais été identifiée comme la facilitatrice indépendante, et qui avait l'air d'en vivre, puisque ça faisait quelques années que c'était le cas. Et donc, j'avais quelques personnes qui me sollicitaient pour avoir des retours d'expérience, voilà, comment on fait pour se lancer. Et c'est une des questions que tu es venu me poser, François. Donc, on s'est dit que finalement, cette conversation, on ne l'a jamais eue, vraiment, où j'ai pu te partager quelques retours d'expérience, quelques clés. Et on s'est dit que ce serait un bon format que de commencer comme ça et d'intégrer au fur et à mesure vos questions. Donc vraiment, sentez-vous libre d'interagir avec nous. Alors moi, du coup, j'avais envie de te demander, François, de nous rappeler quelle était ton intention il y a 2 ans quand du coup tu étais salarié et tu es venu me voir pour me poser des questions, me demander, voilà, me dire ce serait vraiment chouette qu'on se parle, dans quel état d'esprit tu étais et peut-être qu'est-ce que tu projetais sur l'entrepreneuriat et qu'est-ce que tu imaginais? Oui, alors je me souviens très très bien. Et du coup, effectivement, j'étais salarié en questionnement, donc, et du fait aussi de là où j'en étais moi, comment j'avançais, et puis aussi avec Éclore. Mais du coup, je sentais que j'avais besoin d'amener plus d'humanité dans ce que je faisais ou dans mon travail. Mais du coup, comment s'y prendre? Euh, du coup, je voulais pas que le conceptualiser, mais aussi le rendre concret, être acteur de ça en fait. Mais voilà, j'avais un certain nombre de peurs ou de craintes qui m'animaient. Comment aller vers une cause qui était juste pour moi, mes talents, mes valeurs, mais comment y aller, sachant qu'à l'époque, je n'étais pas du tout dans ce projet de ferme, hein. C'était vraiment tout à fait naissant. Et c'est vrai que donc j'ai vu Julie comme ça, je me suis dit: «Waouh, elle est entrepreneuse, elle est indépendante, elle est trop forte». Je lui demandais conseil, et c'est vrai que j'étais dans un espèce de fantasme de me dire: «Bah, pour être entrepreneur, faut être charismatique, faut être sûr de soi, voilà, faut être super déterminé, faut jamais douter de rien, faut tracer sa route tout droit, et voilà, faut jamais douter». Et quelque part, je me disais: «Mais être entrepreneur, c'est un don, tu l'as ou tu l'as pas, quoi». Du coup, voilà, je me suis dit: «Bon». Alors j'ai quand même, subrepticement, j'ai quand même demandé à Julie, comment ça se passe d'être indépendant. Et c'est vrai que moi, de ma position de salarié depuis pas mal d'années, bah, je me disais donc, bah, déjà, alors j'ai un certain nombre de questions qui me viennent comme ça, mais n'hésitez pas après à à apporter vos propres questionnements. Mais en tout cas, je me disais déjà comment on gère la solitude, parfois d'être tout seul en tant qu'indépendant, comment on gère la solitude à prendre des décisions aussi. Moi qui suis dans un mode tellement collaboratif et tourné vers les autres, je me disais: «Waouh, quand je vais être tout seul devant une décision, je vais être complètement paumé». Bah, l'incertitude aussi financière, du coup, de ne pas avoir de vision à très long terme. Et puis du coup, je me disais: «Mais ça doit être, des coups de stress, très déséquilibrant aussi, peut-être même d'un point de vue, vie pro, vie perso». Est-ce que tout ça, voilà, amène pas mal d'instabilité finalement? Et aussi un point aussi que j'ai découvert peut-être un petit peu après avoir discuté avec toi, Julie, mais au-delà de ma propre insécurité,
je me disais comment je vais gérer l'insécurité que mon entourage peut avoir, puisque tout le monde n'a pas forcément une vision d'entrepreneuriat différente. Et c'est vrai que parfois, je me dis, faut pas être trop influencé aussi par l'insécurité que ça génère vers les autres. Ah bon, tu te lances, tu es entrepreneur, tu es fou, comment tu vas faire? Mais tu as vraiment des pistes, tu es sûr? Et donc, voilà, de se renfermer sur soi une petite carapace. Donc, c'est un petit peu tous les questionnements que j'avais à ce moment-là, quand je, quand je suis allé voir Julie. Hem, ouais, c'est des points, c'est marrant, je les avais surtout au début. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, j'ai trouvé vraiment ma routine, mais du coup, merci de me rappeler que tout ça, ça s'est pas imposé, en fait. C'est vrai que c'était des vraies questions au début et surtout que dans mon cas, c'était pas un choix, «Tiens, ça y est, je suis prête, je me lance», quoi. C'est hop, la vie a décidé, ça se présente et à quel moment je prends vraiment conscience que, financièrement, comment ça va se passer. En plus, moi, quand je me suis lancée, j'avais plus droit à rien. J'avais plus droit au chômage. Je crois que le dernier palier, c'était le RSA. Donc, avec un appartement, quand même qui coûte un bras, en Île-de-France, donc, une grosse pression. Et c'est cette question de l'insécurité, elle a jusqu'à il y a très peu de temps été, de mois en mois, en fait. De mois en mois à me dire, bah, je peux pas, faire un prêt, je peux pas, décider de faire ci ou de faire ça parce que je sais pas de quoi demain sera fait. Et puis, en fait, c'est malgré tout, ça offre cette moi, je trouve cette part de liberté, aussi de bah, de ouais, de pas savoir, de ne pas savoir, mais ça ouvre de l'espace, en fait. Donc et je me suis rendu compte très vite qu'il y a jamais d'insécurité. Il y a jamais il y a des peurs qui reviennent de manquer. Oui, mais si tel projet, ça se passe pas bien et je me rends compte qu'en fait, quand je me relie pleinement à la confiance et pourtant j'avais pas un réseau de dingue, hein, je faisais pas ça avant, donc j'ai pas tissé, tous mes contacts dans les cabinets de conseil avant de me lancer toute seule. Et ouais, de se relier à la confiance que, bah, que ça va bien se passer, qu'il y a il y a un filet de sécurité invisible qui est là et ça va venir, quoi. Donc à chaque fois, de ouais, c'est un peu c'est de la foi, hein, je trouve. C'est de la confiance en soi, déjà, mais de la foi en l'extérieur et en le fait que, ben voilà, ça va se mettre en mouvement et ça s'est toujours passé. Dès qu'il y a une grosse mission qui s'est arrêtée où j'ai pas eu le temps de la voir venir, de préparer la suivante et ben, hop, il y a autre chose qui arrivait derrière, quoi. Et quand ça arrivait pas, c'est que je devais aller vivre un truc dans ce moment d'insécurité. Donc ça, j'ai appris à en tout cas à danser avec, mais ça f je dirais que ça fait partie du jeu. C'est le regard des autres que tu soulignais et qui est pas simple. Ouais, je crois que le regard de la famille et des remarques des autres de, «Bon, bah, du coup, tu vas peut-être reprendre un boulot de salarié là?» Bah, du coup, bah, non, toujours pas. Jusqu'où en fait tu es prêt à aller, à descendre et à dire, bah, ouais, j'ai peur et oui, je sais vraiment pas ce qui va se passer pour moi dans 3 mois. Je sais qu'il me reste, 3 000 € sur mon compte. J'ai à peine de quoi tenir 2 mois devant moi et c'est OK, quoi et ça, je sais que pour la plupart des gens, ils projettent aussi leur peur, du coup et me ramenaient à bon, c'est quand que tu reprends un job de salarié. Pour moi, c'était la punition. C'est si je réussis pas, je vais devoir retourner dans le salariat et j'en ai été tellement écœurée que c'était la punition, quoi, la menace. Donc voilà pour la partie sécurité et oui, ça fait partie du jeu, en fait et à chacun moi, j'ai peut-être pas été très carrée, très disciplinée, mais à chacun, je dirais d'aller, mettre ses sécurités justement, ses garde-fous. À quel moment je me lance? Est-ce que j'ai X, euros de côté? Qu'est-ce que je mets en place pour sécuriser ma lancée et me dire: «Bah, je me donne tant de temps» ou «Je me donne tant d'argent» ou voilà, je cherche, qu'est-ce que je mets en œuvre, dans ce cadre-là, quoi?
et le don, ouais, tu disais, il faut un don pour faire ça. Je dirais pas qu'il faut un don pour faire ça, mais je dirais que mais c'est subjectif. Probablement tout le monde ne peut pas, se lancer et faire ça. D'ailleurs, c'est pas souhaitable que demain tout le monde soit, indépendant. Mais je dirais que oui, il y a quand même une capacité ou un moment dans sa vie. C'est pas, à jamais, je suis pas fait pour être entrepreneur. C'est sentir aussi quand est-ce que c'est le moment. Parce que ça demande, je dirais que ça demande une grande autonomie et aller vraiment être en lien avec soi et aller sentir ses besoins. Tu parlais de l'équilibre pro-perso, mais c'est tous les équilibres en fait. C'est à quel moment je décide que là, la journée, elle est terminée. Je vais aller faire du sport, là, je prends le temps de cuisiner pour moi. C'est tellement un espace de liberté qui s'ouvre, qui est assez fantasmé en plus quand on quitte le salariat. Donc on a eu une période de chômage entre les 2. Ces journées qui commencent avec le réveil à l'heure où on a décidé de mettre un réveil, si c'est une journée sans rendez-vous et comment je mets mes cadres, ma discipline tout au long de la journée. Et du coup, ça demande quand même, je dirais, d'être bien connecté à soi, d'aller voir ses besoins pour garder justement des repères et se donner à la fois un cadre, à la fois de la liberté, à la fois de la discipline, à la fois de la douceur. Parce que alors, moi, à côté discipline, j'ai eu tendance à être un peu trop tyrannique avec moi et c'est jamais assez. Et c'est jamais le moment de s'arrêter, de se reposer et de célébrer ce qui a été accompli ou d'aller flâner. Donc c'est vrai, vraiment créer tous ces équilibres au cours d'une journée, d'une semaine, d'un mois, d'une année pour être bien, quoi, pour s'épanouir parce que ça peut à la fois basculer dans concrètement, je fais quoi, j'accomplis quoi à la fin de ma journée et c'est un temps qui s'étire et à la fois aussi de basculer dans un burn-out. Il y en a plein qui lancent des startups. Je distingue quand même l'entrepreneur qui va lancer sa boîte, recruter des gens et monter une structure. Et là, à partir du moment où pour moi, on paye des salaires, ça devient quand même une autre dynamique. Et l'indépendant freelance qui gère sa personne, c'est quand même deux niveaux. Mais il y a moyen de basculer dans je m'oublie et je perds mes équilibres et j'oublie mes besoins, quoi. Donc tout le monde peut-être est pas prêt à l'être à ce moment, à un moment de sa vie, d'être avec ça en fait pour gérer ce rythme. On a quelques petites questions sur le Oui. chat. Ouais. On a Baptiste qui demande quel est ton rapport à ta confiance en toi, comment s'est-elle construite? Et puis, quelles ont été les grosses prises de conscience? Sylvain, Mmh. comment vous voulez répondre? Alors moi, je veux bien parler des prises de La conscience. confiance en soi. Vas-y, si tu veux, vas-y François, hein, s'il y a quelque chose auquel tu veux Ouais, moi, répondre. la prise de conscience, je veux bien parler de ça parce que du coup, c'est où j'en étais il y a 2 ans et j'ai bien la prise de conscience de maintenant avec ce petit bout de chemin là, suite à tous ces échanges avec Julie et puis tous ceux qui m'entourent. C'est que en fait, le fait d'entreprendre, hem, comment dire? Ça m'a appris aussi à être, dans la simplicité du présent. C'est-à-dire que du coup, heu, voir plus au quotidien ce qui nourrit un peu, mes talents ou ce qui est plutôt juste pour moi, plutôt que de répondre à des injonctions extérieures, ce qui est déjà un changement de posture. Et d'une, c'est que de ne pas être que dans la nostalgie du passé parce que du coup, bon, c'est les vieux drivers qui vous brident et du coup, pas être non plus dans une espèce de quête de plutôt que la quête de l'inaccessible étoile là, comme disait Brel, d'être plutôt dans les petites pépites, les petites étincelles du quotidien et ça, ce changement de posture du coup, je trouve que voilà, ça alimente et ça permet, enfin, pour moi, c'est une prise de conscience qui m'aide vraiment au quotidien. Et puis du coup, aussi, ça paraît parfois des chemins tellement longs et fastidieux, enfin surtout en agriculture, là, c'est des chemins très, très longs pour, faire émerger une ferme. Hem Et du coup, bah, la prise de conscience, c'est plutôt que d'être dans la peur de ne pas y arriver, je me suis dit: «Beh, reste plutôt dans l'envie d'y aller, quoi». Et du coup, voilà, finalement, de se dire que
le chemin, ce que je vis en ce moment, qui est déjà très, très riche, c'est plus important que le résultat final, en plus qui bouge tous les jours, qui évolue tout le temps. Et, euh, et ça, c'est vrai que ce changement de posture, ça m'a permis ça. Et puis, je vous parlais de ça, faut m'arrêter si je suis trop bavard, du coup, mais je vous parlais de ça aussi sur le modèle agriculture, quand j'étais jeune, où vraiment sur tu seras paysan, mon fils, le masculin, voilà, tu dois reprendre la ferme, c'est ta destinée. Et donc, du coup, c'est vrai que ce non-choix, en fait, je l'ai un peu fui. Et finalement, à 47 ans maintenant, j'y retourne, mais c'est plus l'injonction du poids ni parental ou du poids voilà, de l'histoire. Voilà, maintenant, c'est plus ni, c'est pas sacrificiel ou en tout cas, il faut être dans la performance ou vraiment souffrir pour que ça marche, quoi. Là, du coup, bah, voilà, mon cœur, mes émotions me disent, bah, voilà, qui me dictent, va vers un nouveau modèle d'agriculture, qui lie les terriens et les urbains. Enfin, voilà, c'est un choix que moi j'ai fait et qu'on m'a pas poussé. Heu Enfin voilà, du coup, d'amener la résilience alimentaire d'un territoire, c'est ça qui m'anime et c'est pas juste que mes vaches, elles fassent 10 000 litres de lait par an, en fait. Et ou que le mec de la coopérative, quand il vient, il dit: «Oh là, tu pas fait assez de gâteaux avec tes blés cette année, je pourrais te vendre un peu plus de produits». Donc du coup, tout ça c'est très concret ce que je vous dis, mais c'est quand même un changement de posture. Et et puis, aussi, du coup, dans cette quête un peu, c'est de se dire que voilà, il y a pas de il y a pas moi, j'avais envie de plutôt comment dire? On passe du temps aussi à envier un peu les autres. Et et du coup aussi, quand on est, salarié dans des grosses boîtes, parfois, c'est plutôt l'ego et les autres qui vous disent ce que vous avez à faire. Et ben là, c'est un nouveau confort pour moi. Hem, C'est-à-dire que du coup, ce qui compte, c'est des formules à l'emporte-pièce, mais ce qui compte, c'est pas d'avoir raison, c'est plutôt la raison d'être, quoi. Du coup, c'est ça qui et du coup, au quotidien, une fois qu'on s'est posé ça à soi, je trouve que c'est vachement plus facile d'avancer. Voilà, c'est pas ce que je possède ou ce que je donne à voir qui est important, c'est plutôt, ce que je transmets ou la qualité d'être avec ceux qui bossent avec moi ou la qualité du tissu du tissu ou de la relation que je peux créer sur un territoire. Ça a beaucoup plus de valeur que le fait que ma ferme, elle fasse 3-5 hectares ou qu'elle ait, 200 ou 1000 poules pondeuses. Du coup, voilà. Et finalement, il y a aussi un enseignement que je partageais avec Julie tout à l'heure. Là, je me balade dans pas mal de fermes maraîchères et chaque ferme, elle est tellement à l'image de l'entrepreneur et du maraîcher, qu'il fait. Elles sont parfois créatives, parfois très efficaces, parfois, et finalement, voilà, créer une ferme, c'est juste un bout de soi, quoi. C'est là où on le voit et c'est pour ça que et le temps de partage, comme je l'ai fait avec Julie ou qu'on peut le faire avec d'autres, il est super important pour justement, arriver à déterminer ce qu'on est soi et que, voilà, qu'on n'ait pas d'effort à se lever trop d'efforts, pour se Mmh. lever le matin parce que finalement, c'est ce qu'on fait, ça nous ressemble, quoi. Donc c'est vraiment, une belle prise de conscience, dans cette aventure qui est quand même très incertaine. Mais en tout cas, c'était des prises de conscience fortes pour moi. Mmh. Merci. Ouais, assez en phase avec, celle que la vraiment qui a été la plus marquante pour moi, la prise de conscience, je m'en suis pas rendu compte tout de suite, hein, ça a bien mis, 2 ans, 2-3 ans, qui est en phase avec ce que tu partages et qui va répondre aussi à la question sur la confiance. Hem, Moi, je dirais que le plus étonnant pour moi, ça a été de réaliser que finalement, je suis le produit que je vends, je suis le service, je suis le média, je suis la campagne de com, je suis le directeur de clientèle, je suis tout, et que, j'ai eu à aller regarder qu'est-ce que je dégage? Qu'est-ce qui émane de moi? Qu'est-ce que les gens avec lesquels je vais, travailler, de futurs clients, de futurs partenaires, les gens que je rencontre. Alors au début, c'était beaucoup en networking, des conférences, des ateliers, voilà, d'être en point de contact et ça, c'est heureusement assez facile pour moi à faire. Mais j'ai très vite compris que ce que j'aimais, je le reçois et que justement, si j'ai pas l'air d'avoir confiance et je l'ai très bien vu,
les moments où justement j'ai un peu plus la dalle parce que le mois prochain, j'ai plus rien pour vivre, mon interlocuteur va le savoir, il va le sentir, il va pas me rappeler. Et que au contraire, plus je vibre, plus j'ai confiance, plus je suis ouais, je sais vers quoi j'ai envie d'aller. Je sais ce que j'ai envie de faire. Non pas que j'ai une confiance incroyable dans ce que j'avais à donner à apporter aux entreprises. Ça reste toujours en consolidation. Mais ouais, de se dire finalement, ça passe par moi. Et là, j'avais commencé hein, du développement personnel dès mes 25 ans, donc ça a été facile, je suis pas perdue là-dedans. Ce travail sur moi, j'ai l'impression de le faire depuis toujours, un peu en mode survie au départ. Et là, c'était en mode, bah, ça va être ma façon de rayonner, plutôt que de faire de la prospection ou voilà, des networking BNI et compagnie. Je me suis dit, bah, voilà, je vais aller faire des stages divers et variés de chamanisme, de développement personnel, des retraites et travailler à aller me rencontrer, à vibrer le plus possible bien et d'être, voilà, de rayonner en fait. Parce que c'est foncièrement ce que je suis, mais que pour aller rencontrer un futur client ou un futur partenaire, hem, j'ai besoin d'aller bien et de vibrer bien, quoi. Et c'est tant mieux parce que c'est cette espèce voilà, d'exigence, mais finalement, c'est comme ça que moi, je trouve que ça fonctionne. Bah, ça m'a permis d'aller bosser sur plein de trucs, dont les sujets notamment de confiance en moi, de sentiment d'être un imposteur, voilà, tous ces sujets les uns après les autres, je les prends, je les traite et je trouve plein de façons d'aller les explorer. On en parlait avec Éclore, avec Baptiste en particulier sur les ombres. Je suis encore dedans à me dire, bon, là, c'est lesquels qui me posent problème, c'est lesquels qui font que ça rayonne, voilà, ça pourrait rayonner plus, ça pourrait, et c'est un alignement qui se travaille. Mais ma plus grosse prise de conscience, c'est celle-là, en fait, c'est que ça part de moi. Après, je ferai un autre métier, je réparerai des téléphones, ou peut-être ça passerait pas comme ça, mais en tout cas, ce que je fais, ce que j'amène auprès des individus et des collectifs m'amène de fait à bosser sur moi. Voilà, je dirais que c'est ça ma plus grosse prise de conscience. Et là-dedans, évidemment, il y a plein de pépites, plein de choses que je pourrais raconter et tirer plein de fils. Mais en un gros bloc, c'est ça. Mmh. Dans les autres questions, on a de quoi vous êtes le plus fier dans votre parcours? Quel rapport à vos émotions, leur impact dans vos choix et prises de décision? Je donne plusieurs questions, puis vous voyez ce qui résonne, qui et puis on a une question de Vincent. Est-ce que vous avez un témoignage autour de comment vous vous êtes dédrogué du rythme et de l'environnement extérieur pour revenir à votre rythme intrinsèque? Hmm. Ah oui, bah, la première question, ce dont on est le plus fier, moi, je dirais que ça a été par 2 reprises de savoir dire non, de renoncer à un partenariat qui fonctionnait bien, qui était rentable, mais dans lequel j'étais pas à ma place, dans lequel je vibrais plus et voire même je commençais à être dans l'ombre alors que je sens que quelque chose en moi aspire à plutôt aller dans la lumière et voilà, à travailler avec des partenaires où on n'est pas en phase, et oui, c'est confortable et oui, ça rapporte de l'argent et pourtant, j'ai vraiment eu cette sensation de prendre une scie et de scier la branche sur laquelle j'étais assise. Bon, c'est ça a été, pareil, des choix en conscience là, je sais que je dis non à ça pour dire oui à mieux. Je vais refaire de la place pour quelque chose qui me correspond mieux et dans lequel, voilà, je sens que je suis plus à ma place et c'est ça que j'ai à aller faire et que là, je suis en train de me perdre et auprès du client et auprès du partenaire avec lequel je travaille pour ce client. Donc voilà, moi je dirais que ce dont je suis le plus fière, c'est par 2 fois avec deux partenaires femmes, au très fort leadership,
Ouais, d'avoir su me dégager, scier la branche et puis du coup, comme la branche tombe et bah, je suis obligée de prendre mon envol. Moi, pour répondre, merci pour vos questions. Du coup, les 2 questions, alors comment se dédroguer? J'ai pas encore réussi, ça prend du temps. Les habitudes sont bien ancrées quand même, hein, et du coup, pour ça, en fait, moi, c'est un peu facilité parce que j'ai un associé avec moi et que ce qui impose d'être à 2 nous impose de partager des valeurs et des objectifs. Et du coup, bah, le fait de l'avoir fait avec lui, finalement, ça me rend service parce que, dès lors que plutôt que de répondre à toutes les sollicitations et d'être complètement perdu, bah, à chaque fois, je m'interroge parce que je suis avec Nicolas, mais je pourrais m'interroger tout seul. Est-ce que c'est dans les 3 principales valeurs que je me suis fixées? Oui, non, et puis si c'est non, bah, dame, ça dégage, quoi. Et puis est-ce que, je peux le décliner dans un des grands objectifs que j'ai envie de faire? Et oui ou non? Et du coup, ça permet de soit de prendre des décisions ou de mettre des trucs de côté et de ne pas remplir toujours tous les espaces parce que finalement, bah, le temps qu'on passe ce soir-là, il est vachement plus utile, que de passer toute la soirée sur un tableau Excel ou sur un PowerPoint et que, bah, ça, quand on est entrepreneur, on peut ne plus se le permettre parce qu'on est dans les impératifs du quotidien et donc voilà, pour pas se droguer, il faut pas s'isoler, en fait. Donc si on s'isole pas, si on garde ces temps comme ça de ressources pour se ressourcer avec vous tous ce soir et échanger et puis, garder la ligne de ces grandes valeurs, ces grands objectifs, je trouve que ça aide en tout cas à pas être tout le temps à bloc, et à prendre des décisions et puis, moi, ma fierté, c'est du coup d'aller vers une activité. Je ne sais pas encore si je vais réussir, hein, du coup, on se tiendra au courant. Mais c'est d'être dans une activité où, bah, du coup, moi, je m'aime un peu plus parce que je suis heureux de ce que je fais. Ça me permet aussi heu, ouais, de s'aimer, quoi, aimer les autres parce que c'est fondamentalement ce que j'ai envie de faire. Et puis, en plus, je peux s'aimer, c'est-à-dire que, du coup, j'ai envie de faire quelque chose d'exemplaire qui permettra à d'autres que moi d'aller, dans cette voie, que ce soit aussi par la pédagogie vers les enfants ou d'autres personnes qui pourront, rejoindre ce type d'aventure. Donc ma fierté, c'est ça en fait, c'est d'aller dans ce mode-là, quoi. Mmh. Moi, je prends la question de Vincent sur, comment on s'est, dédrogué du rythme de l'environnement et revenir à notre rythme intrinsèque. Hem, c'est un vrai sujet très fort pour moi parce que je me suis rendu compte il y a 2-3 ans que le rythme de la ville, et d'une capitale ne me convenait plus du tout. Le soir, j'avais l'impression d'être d'être un micro-ondes, d'avoir, reçu trop de charges, d'avoir du mal à redescendre et à aller me rencontrer, m'accueillir, me poser, prendre du temps pour moi. Je me levais le matin, ça devenait difficile parce que j'étais pas rechargée et en fait, merci, le confinement il y a 1 an parce que je le savais, j'allais passer des séjours à la campagne et au vert et moi j'ai grandi dans la nature donc voilà, j'étais pas complètement perdu le fil, mais j'aimais la ville et puis en fait, à un moment, j'ai commencé à plus bien supporter le rythme de la ville et vraiment tout cet environnement qui en plus, moi j'ai tendance à beaucoup remplir, à être active, à vouloir voir plein de gens et à être très reliée aux autres finalement, à perdre aussi un peu le lien avec moi et à me recharger. Et donc le confinement a amené une bascule qui était dans des fantasmes pour moi d'avoir un rythme ville et campagne, d'aller dès qu'il n'y a pas d'animation, dès qu'il n'y a pas besoin d'être physiquement présent à Paris ou en ville, de me barrer en Bourgogne. L'idée, c'était d'être pas trop loin de Paris, pouvoir faire des allers-retours. Mais je commençais à sentir ce besoin en me disant, c'est un fantasme avec toute la croyance que si je suis pas à Paris et que je vais pas justement boire ces cafés, ces déjeuners et rencontrer du monde, aller à des conférences, j'aurais plus de business. Donc voilà, et le confinement a rebattu les cartes un peu pour tout le monde. C'était de fait, bah si, en fait, à un moment, le business va continuer de tourner sans qu'on ait besoin d'être physiquement présent.
Et surtout, il y a eu une grande phase où moi, j'ai même plus du tout eu de business à distance, juste revenir en présence de la nature et se reconnecter à ces cycles, au printemps qui éclot. Enfin, et là, j'ai compris que voilà, c'était ça, en fait, dont j'avais besoin, de me reconnecter à la nature, à ma nature. Et là, je me suis dit, waouh, si en plus j'amène ça aux gens que j'accompagne, de les aider aussi à se reconnecter à la nature, à leur nature et donc à leur environnement, ah bah, la boucle est bouclée, quoi. Donc j'ai encore une fois compris quelque chose dont moi j'avais besoin pour moi, j'ai vu les bienfaits et là je me dis: «Bah, voilà, ça à nouveau, ça va œuvrer à plus grand que moi dans ce que je fais dans mon travail, quoi». Peut-être une question sur quel rapport à vos émotions et leur impact dans vos choix et prises de décision? Vaste question. Oula, c'est pas facile cette question parce qu'effectivement, les émotions, elles sont là, elles nous submergent, elles sont toujours là. Hem, moi, je fais pas exprès, hein, mais du coup, moi, en tout cas, ce qui m'a aidé pour ça, c'est d'être, adhérent et contributeur à Eclore. Parce que c'est vrai que du coup, c'est pas une page de pub, hein. Mais en tout cas, voilà, d'être dans cette, d'intégrer des groupes, voilà, de confiance mutuelle, où, toutes les émotions sont autorisées. Mmh. Du coup, moi, si j'étais pas passé par, cette phase-là, je le ferais pas avec mon associé où du coup aussi on écoute nos propres émotions, on se dit, on observe nos modes de communication et là où l'autre, peut-être a des zones un peu plus compliquées, voilà, et hem et puis, voilà, enfin voilà, laisser la place à ses émotions. Une fois de plus, hein, c'est sortir, du quotidien et d'être, dans des espaces comme ça où l'émotion a toute sa valeur et puis après on fait quelque chose, quoi. Et parce que c'est vrai que quand on reste parfois seul avec son émotion, on est bien embarrassé. Et et puis voilà, traduire cette émotion, d'en faire quelque chose, qui soit positif parce que, aussi en tant qu'entrepreneur, comme je disais tout à l'heure, parfois on est un peu seul et et moi, ces émotions-là aussi de prendre le temps de les écouter, ça fait que parfois quelque chose qui peut paraître comme une mauvaise nouvelle ou une contrainte, bah, voilà, je l'accueille, je la laisse et ça me donne aussi plus d'élan ou en tout cas plus de ressources pour la transformer en une opportunité ou une manière différente d'envisager les choses, quoi. Mmh. Merci. Ouais, vaste sujet, moi j'ai l'impression que c'est quand même ma boussole. C'est celle de tout le monde, hein, mais on sait juste pas toujours bien s'y relier, la lire et on a plus tendance à les subir. Hem, mais du coup dans ce chemin d'aller rayonner, d'aller me rencontrer, d'aller voilà et encore une fois, là, c'est des indicateurs, c'est quand que ça vibre plus, c'est quand que ça amène plus de tristesse, de colère, qu'autre chose. Après, il y a les émotions et tous ces sentiments, ces ruminations, c'est le théâtre mental qui va avec parce que, voilà, parce qu'il y a quelque chose qui est pas satisfait là-dedans. Moi, c'est des bons indicateurs en général qu'il y a une décision à prendre, il y a quelque chose à faire. Pour le coup, moi, je souffre pas de solitude. Au contraire, je pense que j'en mets pas assez. J'ai tellement tissé une toile, autour de moi et dans des rencontres, des interactions et avec des liens de cœur qui se créent que j'ai vraiment envie de garder, d'enrichir, que ça prend, pour le coup, beaucoup de place, même à la campagne. Et, ouais, du coup, il y a presque un besoin de laisser de l'espace pour vraiment revenir à moi et aller justement davantage les rencontrer et écouter ce qu'elles ont à me dire parce que c'est pas juste tiens, elle arrive. Bon, moi, c'est aussi ce que je fais dans mes accompagnements individuels, donc ce serait dommage que j'arrive pas à le faire pour moi. Mais de qu'est-ce que ça vient me dire, quoi?
une peur, une colère, voilà, un truc qui rumine. Qu'est-ce que ça vient me dire? Qu'est-ce qui s'est passé dans cette rencontre avec cette personne ou dans ce projet? Qu'est-ce qui vibre pas? Voilà, et plus généralement dans ma vie, d'aller vraiment chercher à regarder et à apprendre de ça pour choisir après, prendre des décisions et voilà, réajuster des choses ou communiquer aussi avec les personnes, voilà, quand là, je vois, en ayant affiné ça, je m'entoure de plus en plus et là aussi, merci Éclore parce que ça me permet d'aller rencontrer des gens qui me ressemblent davantage, des gens avec lesquels j'ai travaillé aussi, que j'ai rencontrés chez Éclore, qui résonnent bien. En fait, on est assez en phase sur cette capacité à aller regarder, c'est comment dans mon corps, c'est comment dans mes émotions et on donne de la place à ça, c'est valorisé et donc là, hop, ça amène de la puissance, en fait, par rapport à je le vois, j'ai encore des partenaires qui sont pas complètement en phase avec moi là-dessus. Toute cette sensibilité a pas forcément sa place. Ben, c'est moins fluide, hein. C'est moins fluide, c'est moins joyeux, j'ai l'impression je le vois là, de marcher sur des œufs, de pas être hyper à l'aise. Donc elles ont pris pas mal de place en fait, je me rends compte et je sens que j'ai besoin que la personne en face, elle soit aussi en conscience, de ce qui se passe chez elle, quoi, pour que ça se passe bien. On a quelques petites autres questions, mais vous me dites au fur et à mesure, hein, parce que là, pour le coup, Bah, je ne contrôle pas le temps, je ne sais pas. Vous qui allons-y, moi je surveille, je surveille. On a Vincent, qu'est-ce qui a changé dans votre rapport à votre corps, dans votre matière? L'utilisez-vous comme un lieu de ressourcement, lieu de sensation où se logent vos émotions et vos intuitions? Et puis on a Agnès, qu'est-ce qui, dans votre activité vous amène le plus de joie? Et Valentin, qu'est-ce que cela vous fait de répondre à toutes ces questions? C'est une très bonne question aussi. Moi, alors, le rapport au corps, ça, c'est un peu comme le rapport aux émotions dont on parlait avant. Moi, je viens du milieu rural, donc un milieu de taiseux où le corps, c'est juste un outil et que du coup, on n'est pas du tout à l'écoute de ça, hein. On voit beaucoup de mes collègues maraîchers ou agriculteurs qui sont bien, bien cassés au bout de pas mal d'années. Heu, donc moi, c'est encore un travail à faire et par contre, le fait d'écouter ses émotions, de ne pas le prendre comme une faiblesse, mais au contraire comme un carburant, là aussi, par exemple, dans ma manière de faire le métier, j'organise beaucoup plus le rythme et la diversité de ce que je fais. C'est pour ça que je fais du maraîchage diversifié parce que du coup, voilà, enfin, une fois de plus, l'absence de diversité est toujours néfaste, que ce soit dans les émotions, dans les idées ou dans ou l'entre-soi et pour le corps aussi. Quand on fait toujours la même chose, et ben, c'est pas bon. Et donc, en tout cas, le rapport au corps, c'est une vision, moi, en tout cas, du métier d'agriculteur qui est beaucoup plus diversifié dans sa posture aussi corporelle. Mais j'ai encore beaucoup de travail là-dessus à faire. Et ce dont je suis le plus fier, bah, c'est de nourrir. Ma fierté, c'est de nourrir, mais pas que sur le plan alimentaire, aussi sur à plein d'autres niveaux. Ça, c'est une vraie fierté de ce que je fais, en tout cas. Et puis, une fierté aussi, c'est d'arriver à vous parler ce soir de tout ça pour boucler sur la question de Valentin. Ben là, je suis assez fier aussi d'avoir passé ce cap, de livrer un peu tout ça en public, entre guillemets. C'est une petite fierté, en tout cas, pour ce soir. Je suis vraiment heureux et merci à vous tous. Mmh. Hem, sur la question du corps, je dirais que j'ai, ouais, j'ai pris conscience que, c'était quand même le temple, dans lequel tout se passe et que, je me sens quand même assez sensible et en bonne éponge, de tout ce qui m'entoure et que, tout prend des proportions très intenses quand même chez moi. Donc je le disais, le soir, il y a vraiment j'arrive pas vraiment à le faire, hein, mais des rituels pour, redescendre, revenir à une énergie, enfin, je saurais pas comment la qualifier, mais comme décharger quelque chose,
et que je vois que c'est une espèce d'hygiène de vie. Alors ça va aussi, on pourra mettre le mot d'hypersensible, même si j'aime pas beaucoup ce mot, mais c'est une espèce d'hygiène de vie à avoir et en même temps, c'est pas propre à l'entrepreneuriat, hein, probablement, mais en tout cas, il y a quand même le sentiment de porter beaucoup. Moi, de porter parfois un peu à bout de bras, parfois toute seule et parfois avec l'impression qu'il n'y a pas vraiment de filet de sécurité à part moi. Et ce sentiment qu'il ne faut pas faiblir, quoi. Il ne faut pas faiblir, il ne faut pas faillir. Et comment prendre soin de ça? Quelle hygiène de vie mettre en place pour être en forme, se réveiller en énergie? Moi, j'ai eu en plus un passage il y a 2 ans assez difficile avec une découverte d'une intolérance au gluten pour une fille de boulanger qui a passé un CAP en pâtisserie. C'était pas mal. Ça a été un sacré passage. J'ai fait du déni, j'ai négocié avec mon corps. Et puis, je me suis retrouvée clouée au lit à juste pouvoir regarder le plafond pendant pas mal de temps et pas de business du coup. Donc, donc là, ouais, ça m'a attrapée sur le fait d'aller prendre soin. Et du coup, aujourd'hui, je dirais que cette hygiène de vie, je me fais aussi accompagner parce que je vois les limites hein, tous les jours de mettre son cadre, sa discipline. Et je sais tout ce qu'il y a à faire. J'ai toutes les applis de yoga, de méditation, de machin. J'ai le bois en face de chez moi. Bah, n'empêche qu'à un moment, ma journée ne peut pas être que discipline et aller demander de l'accompagnement, du soin et consacrer du budget à ça, en fait. Je m'en rends compte, c'est plus négociable, c'est un budget quasiment tous les mois pour aller faire voilà, de la réflexologie plantaire, du shiatsu, voilà, un spa, vraiment des choses diverses et variées, mais qui viennent parfois presque en médical, prendre soin, quoi. Prendre soin du corps parce que je le vois, j'ai régulièrement tout qui se crispe, qui se coince. Voilà, donc pour moi, pareil, dans ces cadres, dans comment je prends soin de mes besoins, c'est d'aller regarder ça et d'assurer de mettre des trucs en place pour soi et pour ça, parce que pareil, je suis le produit, je suis la campagne de com, je suis tout, mais si du coup, si l'enveloppe qui porte tout ça, elle va pas bien, si je me réveille avec un torticolis, voilà, ça va pas bien se passer le reste de la semaine, de la journée, voilà. Donc, prendre soin. On a une question du coup de Rosine sur ton rapport au terme hypersensibilité. Julie, tu as utilisé le terme, tu as ouvert. Ouais. J'ai dit, je suis pas très à l'aise avec le thème. Le terme, comme je suis pas très à l'aise avec le terme de haut potentiel et tout ça, mais voilà, qui permettent des personnes de se reconnaître à des endroits. Je dirais que, alors j'ai lu, grâce à quelqu'un qui est dans l'Assemblée, un livre de Frank Lobvet qui dit que les hypersensibles, c'est justement ceux qui qualifient ça pour dire qu'ils veulent pas ressentir. Donc, bah non, je dirais pas que j'ai pas envie de ressentir, mais quand même, c'est un fait d'avoir l'impression que d'être une éponge et de tout devient intense, quoi. Donc, remettre envie des fois de remettre de la proportion, de savoir dire énergétiquement, là non, je choisis de pas prendre. Voilà, j'ai aussi fait des stages en énergétique, je sais pas encore bien fermer les zips invisibles. Donc, peut-être qu'on est tous hypersensibles à un endroit et qu'on s'en rend pas bien compte. Voilà, et peut-être pas. Plus je reconnais ça chez moi, plus je rencontre de gens qui se reconnaissent aussi là-dedans. Et donc voilà, ça vient comme dire, finalement, on est peut-être tous hypersensibles, donc est-ce que le terme est ajusté? Voilà. Je crois avoir reporté toutes les questions. Et s'il y en a qui veulent prendre la parole à l'oral aussi, allez-y. Hein. Bonsoir à tous. J'ai juste une proposition. Hypersensible, que pensez-vous de ultra-sensible? Je prends.
Et je te rejoins, Julie, c'est un vrai sujet. Et en effet, il y a Fabrice Midal notamment qui se penche sur le sujet. Et j'ai beaucoup apprécié ta remarque de dire est-ce qu'après tout, on n'est pas tous hyper ou ultra sensibles. Et reconnaître cette sensibilité qui parfois est également taxée de vulnérabilité, eh bien, est-ce que ce n'est pas le plus beau cadeau qu'on peut se faire de la reconnaître comme une force et non pas comme une fragilité ou pire, une faiblesse. Un vrai sujet. Merci de le partager et de l'évoquer ici. Il est essentiel en entrepreneuriat aussi. C'est exactement la question, hein. C'est le sujet de transformer. Je sais que d'autres personnes ici, pour ne pas les nommer, se reconnaîtront, mais c'est quelque chose qui fait que c'est difficile dans le monde de l'entreprise, qui peut se retourner contre nous. Et j'ai aussi fait du coaching pour ça, pour un moment se dire, OK, ça crée de la vulnérabilité. Comment j'en fais une force? Et c'est quand même un fait, je le dis, d'avoir atterri chez Éclore, pour moi, a permis d'aller rencontrer des gens, justement, qui me ressemblent beaucoup plus et de se dire, ah, mais il y a un monde qui est possible en dehors de ces normes où il faut paraître comme ci, paraître comme ça. Et ces vulnérabilités, aujourd'hui, elles sont pour moi devenues des forces. Parce que je rencontre ils existent, hein, les clients qui ont envie de travailler avec quelqu'un qui est hyper authentique, vulnérable, sensible. Et je commence tous mes stages, tous mes séminaires en disant les émotions sont les bienvenues, et j'en ris en disant moi, si personne ne pleure avant ce soir, je me dirais que j'ai raté ma journée, quoi. Parce que pour moi, c'est le gage que voilà, les personnes que j'accompagne, elles sont allées se connecter à quelque chose de vivant, elles ont lâché le mental, et au contraire, je me fais un jeu d'aller les faire descendre et de savoir accueillir dans la sécurité émotionnelle ça. Et moi, presque d'aller jouer de ça le soir pour décharger, quoi. Je vois qu'une fois que j'ai pleuré, je me sens mieux. Bon, comment je crée le contexte pour que ça décharge? Donc, et c'est un switch à faire. C'est un changement de paradigme, et c'est l'avantage d'être indépendant, c'est que on peut aller créer sa réalité, aller chercher les partenaires, les clients qui nous ressemblent là-dessus. Ouais. On a une Julie? question. Ah, allez-y. Oui. Pardon, bonsoir. Merci pour ce témoignage. Je me retrouve beaucoup dans tout ce que tu dis. Je me permets de te tutoyer. Et je voulais savoir, je veux plutôt rebondir sur ce que tu viens de dire par rapport aux hypersensibles, parce que nous sommes tous hypersensibles, parce que c'est fortement cette sensation que j'ai aussi. En même temps, j'ai deux options de réponse. C'est soit plus on s'assume en tant qu'hypersensible, et là, on attire d'autres hypersensibles, option 1, soit on est tous un peu hypersensible à partir du moment où on lâche le mental et on met un peu plus d'observation sur sa sensibilité et sur ses sens. Et là, dans ce cas-là, ça fait qu'un hypersensible, c'est rien d'autre qu'un être humain qui fait attention à ses sens. Merci. Moi, je me pose ces questions-là parce que je me dis, c'est dingue, moi aussi, à chaque fois, plus je m'assume en tant qu'hypersensible, ce que je veux, HPE ou quoi, et bim, je rencontre des gens comme ça, alors qu'avant pas. Ou alors, peut-être que j'y prêtais pas attention parce que je ne le savais pas ou je n'assumais pas cette partie-là de moi. Et en même temps, je me dis, peut-être qu'on l'est tous, mais qu'on s'ignore, et qu'à partir du moment où on arrête d'ignorer nos sensibilités et nos émotions, et qu'on commence à vraiment les assumer, là, finalement, on peut se doter du label hypersensible, mais qu'on a finalement de fait. Tu vois? Merci pour ça, ouais, c'est intéressant, c'est éclairant comme façon de le présenter. C'est éclairant et ça m'inspire une autre question, si je peux vous la partager, aussi pour reboucler avec l'entrepreneuriat. C'est que vous expliquiez tous les deux qu'en fait, vous étiez beaucoup plus en contact avec vos émotions, avec ce qui vous faisait vibrer, avec vos talents particuliers. Et donc, du coup, je me demande, vous deux qui, je vous connais, hein, vous êtes très sensibles, voilà. Est-ce qu'il y a un lien, du coup, entre cette sensibilité-là et l'entrepreneuriat? Et est-ce qu'il y a un lien notamment entre la sensibilité
et une forme d'incompatibilité ou en tout cas une absence de vocation à appartenir aux entreprises classiques. C'est-à-dire qu'est-ce que cette sensibilité vous a fait dire non à un modèle assez ancien et vous a fait dire oui à de nouveaux modes d'organisation avec vous-même, avec d'autres collègues, et aussi une nouvelle manière de contribuer du coup à la société, fort vraiment de cette posture-là et de cette manière de fonctionner-là que vous avez appris à assumer totalement. Merci Valentin. C'est vrai que du coup, moi, pour être issu du milieu agricole où la sensibilité est clairement vue comme une faiblesse, pour avoir été aussi dans le milieu du salariat où il n'y a pas la place aux émotions, mais juste au fait d'obéir à ce qu'on vous demande. Moi, je caricature, mais du coup, en fait, c'est un processus qui était assez lent, en fait. En tant que salarié, et je vous invite aussi à rejoindre plus tard le futur atelier de Baptiste, mais du coup, en tant que salarié, du coup, j'ai appris à pas répondre qu'aux injonctions, mais du coup à assumer ma sensibilité. Et du coup, voilà, j'étais salarié dans des œuvres, dans des actions un peu différentes. Puis finalement, je suis arrivé vers l'accompagnement du changement parce que j'ai du coup valorisé cette sensibilité, en tout cas, il me semble. Et puis, en tant qu'entrepreneur, c'est vrai que du coup, si tu fais abstraction de cette sensibilité et de ces émotions-là, ou en tout cas tu n'es pas aligné avec ce que tu fais, quoi. C'est-à-dire que tous les jours, ça te pète à la gueule, si je peux me permettre. C'est-à-dire que si tu n'as pas pris le temps de t'aligner, et j'ai cette sensibilité-là, et du coup, ma ferme ne sera pas que productrice, mais elle sera aussi créative et elle fera autre chose. Sinon, c'est un effort au quotidien et ça va pas. Ça va pas, du coup. Donc, en tout cas, pour répondre à ça, Valentin, c'est un vrai enseignement de vraiment écouter cette sensibilité-là et d'aligner ce que tu fais là-dessus, quoi. Sinon, enfin, en tout cas, c'est pas satisfaisant. On a une question qui a été posée par Marco. Quel conseil on donnerait aux gens qui ont envie de devenir entrepreneurs ou de se lancer comme indépendants? Et moi, j'ai une réponse. Je te passe la parole après, François, ça va? Vas-y, je t'en prie. Ouais, je me demande souvent comment je résumerais tout ce que j'ai à dire et tous les retours d'expérience que je peux faire. Et, et je crois que le meilleur conseil que je pourrais donner, c'est de ne pas rester seul, mais surtout d'être accompagné à un moment donné, d'une façon ou d'une autre. Et là, je prêche pas tant pour ma paroisse en mode coaching ou développement personnel, mais trouver la bonne façon, et moi je dirais même dans une approche holistique en fait, d'un côté par le corps, d'un côté par le coaching, d'un côté par voilà, même la partie administrative, etc. Mais c'est beaucoup en fait, c'est beaucoup de casquettes, c'est beaucoup de rôles à endosser, beaucoup de préoccupations. Moi, je suis passée aussi par une couveuse d'entreprise au début, quand je mixais encore le conseil et la pâtisserie en faisant des ateliers de pâtisserie à domicile. Mais ça s'est vite transformé sur voilà, des interventions en entreprise. Mais c'était intéressant de voir l'accompagnement qu'ils peuvent amener dans des couveuses et des incubateurs, même si aujourd'hui, je vois qu'il manque tout le volet qui est l'atelier de ce soir, c'est le volet où je me rencontre, le volet où je vais aller rencontrer mes peurs, mes croyances, je vais bosser sur moi, je vais travailler à mon alignement, ma congruence, mon rayonnement. Une couveuse, elle ne va pas aller du tout là-dedans, qualifier même de thérapeutique le truc. Elle va néanmoins aider, et je trouve que les deux sont vraiment riches d'aider à mettre des priorités, parce que d'un seul coup, il y a tout à faire. On a envie d'ouvrir sa page Facebook, on a envie de... Voilà, il y a tout plein de trucs à créer, et dans quel ordre le faire, moi, ça m'a aidé. Et puis d'avoir des rendez-vous réguliers avec quelqu'un qui peut dire alors il s'est passé quoi depuis 3 semaines, ou savoir ce que j'ai à faire pour la fois suivante, quelqu'un à qui restituer. Et puis un collectif, parce qu'il y a toute une promo de couvées qui arrivent en même temps, des gens de l'extérieur qui viennent pour apporter un peu des éclairages sur des trucs parfois même juridiques. Donc c'était soutenant d'un point de vue,
mais pour moi, complètement désertique sur le point de vue qui est moi devenu après mon cheval de bataille. C'est finalement, je vais juste aller faire des stages, des formations et tout un tas de trucs pour aller bosser sur moi, enlever les vieux manteaux, les vieux trucs qui pèsent, les cailloux dans mon sac à dos. Et voilà. Et donc, ouais, le conseil que je pourrais donner, c'est d'être accompagné, quoi. Pas juste avoir des potes avec qui en parler. Peut-être juste, Julie, de préciser qu'est-ce qu'est une couveuse d'entreprise pour, Bah, les couveuses et les incubateurs, c'est très souvent sont financés par la région et qui aident des porteurs de projets à se lancer sans qu'ils aient à créer leur statut tout de suite. Donc, c'est 6 mois, 1 an. Je prototype, je teste mon activité en facturant et en étant accompagnée par la structure. Donc, et voilà, il y a des accompagnements prévus. Toutes ne proposent pas les mêmes choses et la même offre, hein, d'ailleurs. Mais voilà, en gros, ça permet de tester son projet sans prendre trop de risques, notamment en créant des statuts de société. Et je pense à ceux qui... Enfin, faire du service, c'est plus facile. Dès qu'on commence à avoir besoin du matériel en dur, du stockage, de l'approvisionnement, voire même un lieu, c'est plus compliqué de tester. Mais il y a même aujourd'hui pour des porteurs de projets autour de la gastronomie, il y a même des incubateurs de cuisine, avec des cuisines, de la pâtisserie, pour aller tester un business de biscuits avant d'aller investir dans un four, un robot, un machin. Voilà, donc mon conseil, être accompagné et investir pour ça, en fait. Parce que moi, j'ai cherché toutes les façons d'être accompagnée qui me permettent de surtout pas dépenser d'argent parce que j'étais persuadée que j'étais pauvre. Ça aussi, ça a été à déconstruire. Voilà, j'ai pas d'argent, je peux pas investir. Et en fait, si j'investis pas et que je reconnais pas ma valeur et que c'est vraiment de l'investissement, bah ouais, je freine le développement aussi. Donc aujourd'hui, je me dis tout ce que j'investis va me revenir fois 5, fois 10. Des fois, je joue avec ça, hein, littéralement. Vraiment, genre, bon, allez, ok, tel truc, je tente, j'y vais, c'est pas raisonnable, mais j'y vais et j'observe qu'est-ce qui, dans le mois suivant, va arriver comme business. Et voilà, il se passe des trucs, c'est intéressant. Voilà pour mon conseil. Moi, je conseille la même chose que Julie, je suis complètement d'accord. C'est que quand on entreprend, on pense qu'on est un peu couteau suisse et qu'on est capable de tout faire tout seul. Et sauf que si on veut monter sur toutes les expertises qu'une entreprise ou en tant qu'aller on demande, entre le juridique, la compta, le machin, les trucs, si on veut monter sur toutes ces expertises-là, le temps de monter sur chaque expertise, au bout de 10 ans, tu n'as pas commencé, quoi. Donc, il faut vraiment prendre les expertises où elles sont, et parce qu'il y a des gens valeureux dans toutes les expertises et qu'il faut bien s'entourer. Et puis, comme dit Julie, effectivement, après, moi aussi, je pense qu'il faut rester ouvert et que voilà, faire confiance un peu en la vie, et que la vie vous emmène des bonnes rencontres quand voilà, quand il faut évacuer un peu d'émotions, quand on a besoin un peu de soutien, quand on a aussi besoin d'un autre point de vue ou se décentrer. Voilà, la vie vous amène les bonnes rencontres pour peu que vous soyez un peu ouvert et qu'on n'est pas isolé, quoi. Et peut-être quelques mots sur Ouais, le voyage du héros. ouais, j'allais y venir. Mhm. Et être accompagné et slash entouré, c'est aussi, et on le voit dans un collectif, moi j'allais dire rejoindre des communautés, créer son écosystème, s'entourer parce que c'est aussi là qu'on prend, il y a des prises de conscience, souvent, voilà, avec Nadège, avec d'autres chez Éclore, on se dit mais quelle joie de cheminer ensemble parce que cette résonance dans le cheminement, dans ce que j'apprends, dans là où l'autre en est, m'aide moi aussi à mettre des prises de conscience sur le chemin. Et ce fameux voyage, je vais y venir, c'est essentiel en fait, parce que tout seul, on est juste là à mettre un pied devant l'autre et c'est assez difficile de regarder le chemin devant, le chemin derrière. Et voilà, faire partie de communautés diverses et variées. Et là, c'était l'objet de l'atelier de William la semaine dernière. Et je vois que j'en ai plusieurs et finalement, ça porte et ça soutient énormément parce que c'est aussi des structures apprenantes.
Et le voyage du héros, c'est bien parce que ça va introduire nos petits temps d'échange en sous-groupe. Merci Anne pour la question et le rappel. Quelques mots sur le voyage du héros. Je vous partagerai le lien d'un documentaire que j'avais déjà partagé le 1er mai, Finding Joe, qui montre un peu ce que Joe Campbell a théorisé sur le voyage du héros. Il a repris un peu tous les mythes, la religion, les contes, les histoires, les films populaires, les BD et Harry Potter et Star Wars et voilà, tout ce qu'on connaît, toutes les étapes qui font le héros. Et finalement, en voyant ce documentaire, ça m'a amené une espèce de révélation incroyable que, en fait, c'est nos parcours de vie à tous, quoi. Et c'est itératif, on peut en avoir plusieurs dans notre vie, comme on peut ne pas chercher à en avoir. Il y a plusieurs étapes, il y a 12 étapes. Je ne vais pas vous les résumer ni vous faire toute une intro là-dessus, mais juste de dire les moments clés. La première étape du voyage du héros, c'est sentir qu'il y a quelque chose dans notre quotidien qui est plus OK. Il y a une zone de confort dont on a déjà fait beaucoup trop le tour. Et il y a un appel. Voilà. Et c'est dans Matrix, tu prends la pilule rouge ou la pilule verte. C'est ça, c'est est-ce que je reste dans ce quotidien où je sens qu'il y a quelque chose là qui est plus aligné, qui est plus en phase, où je suis pas en train d'aller vibrer ce que j'ai à faire et je suis venue pour faire quoi, pour incarner quoi. Donc sentir cet appel et oser aller dans l'aventure en fait. Et l'aventure, c'est ni plus ni moins que la rencontre avec soi. Tous les dragons qui terrassent, tous les ennemis qui terrassent, finalement, ne sont que des projections d'eux-mêmes sur l'extérieur, parce que c'est plus facile de combattre l'extérieur que soi. Mais en fait, voilà, ça parle de ça parle d'aller dépasser ses plus grandes peurs, d'aller s'accomplir et de revenir dans sa communauté avec des pépites, quoi. Il y a toujours le retour du héros qui transmet, qui partage. Et c'est pour moi là aussi tout ce qu'on fait pendant ce mois de la Renaissance. Et ce que finalement, moi, je mets l'impression que c'est aussi ma mission de vie, c'est que faire toutes ces étapes fait d'aucun de nous un héros. Ce qui va faire de nous un héros, même si voilà, le faut oser le terme, une héroïne, c'est d'aller le partager à plus grand que nous, de permettre à d'autres d'apprendre sur toute notre épopée, sur toute notre aventure, sur toutes nos pépites, nos prises de conscience, et déjà de venir soi-même regarder et remettre de la conscience là-dessus, pour se dire, en fait, voilà, on est tous des héros à un moment donné dans notre chemin, dans notre histoire. On a utilisé vos mots, mais un passage, on a surmonté quelque chose, on a eu un moment fort, on s'est dépassé, on a osé. Et c'était exactement ça qu'on a envie de vous proposer pour ces temps d'échange, pour pas tant refermer sur l'entrepreneuriat, que de prendre cette partie-là de l'atelier de la rencontre à soi et du héros et du chemin initiatique. Donc, on avait envie de vous proposer d'être en sous-groupe de 4. Ça fonctionne bien, ça permet des échanges quand même assez intimes et en même temps assez nourris et divers, où vous allez avoir à peu près 4 minutes chacun. Et notre proposition, c'est de vous demander de partager, donc de façon assez concise, de vous demander de partager un moment fort où vous vous êtes pleinement rencontré, accompli, un moment où vous avez osé, un moment où vous avez senti que là, il y a eu un passage pour vous. Et surtout d'aller voir c'était quoi la pépite, c'était quoi le trésor de cette quête, et que vous aimeriez partager pour justement accomplir la dernière étape du voyage du héros, déjà à petite échelle dans votre groupe. Et puis après, on reviendra, donc je demanderai à quelqu'un dans votre groupe de bien vouloir restituer, être le scribe et rapporteur de ces pépites. Voilà, brièvement, c'était quoi les pépites dans notre groupe? Et peut-être avoir quelqu'un qui tient le rôle du timekeeper pour que chacun ait un espace et un temps pour parler. Parce que si c'est moi et qu'il n'y a pas de timekeeper, par exemple, les 16 minutes, elles vont se faire bouffer.
Du coup, Julie, des groupes de 4 pendant Ouais. 17 minutes, c'est ça? Je peux mettre le 17, temps ouais, de... c'était la proposition. 1 minute de flottement, parce que pour le savoir, il y a voilà, le temps d'arriver. Et puis, voilà, ça passe vite. 17 minutes, comme ça vous fait 4 minutes chacun, plus 1 minute de flottement. Et Super. du coup, bah, voilà, j'ai hâte de vous entendre aussi et de voir chacun à son échelle, à son endroit dans sa vie pro, a pu avoir ce passage qui fait d'eau un héros, une héroïne. Donc, hâte de vous entendre et profiter de ce moment d'échange. Et ben du coup, Nadège voilà, de on se les groupes. téléporte dans chacun des espaces, et puis on se retrouve tout à l'heure. Peut-être, Nadège, juste redire la question ou l'écrire. Julie, peut-être remet... Ouais, juste, Ouais. je vais l'écrire à tout le monde. Ouais, je le fais. Eh ben, Tu peux créer des groupes sans moi, Nadège, par contre, s'il te plaît? Oui. Parce que là, il reste 4 personnes. Du coup, ça peut faire un groupe si c'est OK. Oui. Pour tous ceux qui sont encore ici, n'hésitez pas à rejoindre votre groupe. Vous devriez avoir un petit message. N'hésitez pas à me dire. On a Chloé, Marie. Ouais, vous devriez rejoindre Sylvain et Valentin. Super. Chloé, n'hésitez pas à me dire si vous avez une difficulté. Je vais envoyer le message à tout le monde. Hop. Attends, c'est un peu trop long là. Je peux pas envoyer ça. Normalement, quand je l'envoie... Ah oui, mais Non. ils l'auront pas. Il faut que ce soit toi. Quelle était votre pépite? C'est bon. Peut-être en 2 fois. Je vais envoyer. Et Chloé, 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 est-ce n'hésitez qu'il y a pas. quelqu'un derrière cette caméra? N'hésitez pas à nous dire si vous avez du mal à rejoindre ou... Ou un micro Je vais arrêter l'enregistrement, Julie. Ah oui. Ah oui.